Bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D. Bonjour. Le podcast où on lève le voile sur les réalités de l'impression 3D sans fil ni compromis. Ici, pas de glamour, pas de mensonges, on partage les défis, les découvertes et les vérités parfois brutales du monde de l'impression 3D. Ce qu'on vous dit, c'est le résultat de nos expériences, nos réussites et nos erreurs, mais rappelez-vous, chaque projet est unique. On vous encourage donc à faire vos propres recherches car ce qu'on partage ici, c'est notre vision et notre parcours personnel. Allez, installez-vous et découvrons ensemble la vraie face de l'impression 3D. Bon matin. Bon matin, Gabriel. Ah bon, appelle-moi pas comme ça. C'est trop weird. Bon matin, Gab. Même ça reste weird. Bon matin, mon chou. Ouais, c'est bon, c'est mieux ça. Bon matin. Ça, on est un peu déconcentré. Tilo, notre chat, est en train de se battre contre son collier à côté. Là. Yes, content d'être là. Effectivement, c'est nos expériences qu'on partage ici. C'est nos connaissances. N'hésitez surtout pas à faire des recherches supplémentaires. On vous l'encourage. Puis, n'oubliez pas d'avoir un esprit critique sur ce que vous voyez en ligne. Big brain. Fait qu'on parle de quoi aujourd'hui? On parle de quoi? On parle de... Le titre est en haut de la page encore. Oui? C'est quoi le slicing? Le slicing. Le slicing, c'est une partie très importante de tout ce qui est dans l'impression 3D parce que c'est un peu, c'est un peu prendre non, mais c'est pas un peu, dans le fond. On va avoir un fichier 3D puis on doit dire à l'imprimante comment faire pour recréer ce fichier-là. L'imprimante, elle, ne reçoit pas un fichier 3D, elle reçoit une ligne de code. Le G-code. Le G-code, ouais, t'as vu sa feuille, c'est bien. Non, mais j'entends souvent le dire, mais c'est ouais, vrai. Le G-code, c'est le langage de l'imprimante 3D. En tout cas, la majorité. S'il y en a d'autres, je les connais pas, mais le G-code, c'est littéralement ça que la machine va lire. La machine va lire, prend tel moteur, déplace-le de tel tour, puis fait telle chose avec. C'est littéralement tout ce que la machine elle va faire. Le logiciel de slicing, il y en a plusieurs. Mais le logiciel de slicing, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre le fichier, prendre les paramètres qu'on lui demande de faire un mélange de tout ça pour faire le G-code qui va contenir des centaines de milliers de lignes. Ouais. Il y en a beaucoup de lignes de code. Fait que vous voulez pas écrire ça à la main. C'est possible, mais ça vous tente pas. Ouais, c'est ça, j'allais dire, tu peux-tu comme genre... Oui. Ouais. Tu peux prendre un bloc-notes, écrire, mettons, M61, puis il va faire la fonction que M61 est relié. Ok, fait que tu peux comme changer, mettons, ce qui est comme... Ouais. C'est quand je sais pas si tu te rappelles, quand j'ai essayé de faire un peu mais pas quand j'ai essayé, mais quand j'ai fait du print qui s'éjectait automatiquement, ben moi, j'avais pris des positions, puis je disais à la machine, tu te déplaces, si tu attends que ta température elle atteigne telle température, tu vas te déplacer à tel endroit, à telle vitesse, tu vas te déplacer après ça vers l'avant à telle vitesse, puis après ça, ben tu repars sur le prochain G-code. Tu peux faire des choses comme ça, c'est comme la ligne de purge, c'est le slicing qui l'ajoute dans le G-code. Okay, ouais. C'est l'imprimante, elle sait pas que c'est une ligne pour purger puis être correct pour être sûr que c'est bien rempli. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Non, c'est sûr. OK. Même si on a des interfaces bien modernes, la machine a quand même toute d'homme en arrière. Hein. Non, c'est sûr. Il faut quand même parce qu'il faut qu'on lui dise quoi faire. C'est ça. Puis il y a plusieurs logiciels, il y a plusieurs logiciels sur les imprimantes, mais il y a plusieurs logiciels de slicing aussi. Okay. On a plusieurs logiciels sur les imprimantes tels que Marlin, on a Clipper, il y en a 2-3 autres. Je les connais vraiment pas toutes, parce que j'ai pas été tant dans les logiciels. J'ai beaucoup utilisé Clipper ou Marlin, tout dépendant lesquelles imprimantes j'avais. OK. Il y en a-tu comme qui sont comme meilleurs pour certaines imprimantes? Il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup aller vers Clipper parce qu'il y a beaucoup de versatilité, beaucoup d'ouverture. Fait que t'es capable de rentrer dedans, d'aller modifier des affaires, d'aller modifier les paramètres de ton imprimante sans avoir à te faire chenouter. Tandis qu'un Marlin n'est comme pas accessible à distance, ces affaires-là. En tout cas, à ma connaissance. Okay, comme je dis, j'ai pas tant travaillé avec Marlin. Ben, j'ai travaillé parce que j'avais ma Mine 2.3 puis ma S1. Eux autres, ils étaient sur Marlin, mais souvent, c'est juste parce qu'il faut que tu dises au slicer quel langage tu utilises. Okay. Dépendant de quel langage que c'est puis quelle interface que c'est, ben, il y a des petites affaires qui vont changer à des places. OK. Mais à part de ça, si on tombe vraiment dans les logiciels de slicing, si on met ça sur l'ordinateur, en français, c'est le logiciel de découpe, mais je vais utiliser slicing parce que vous allez trouver ça, slicing en ligne partout. Si vous écrivez découpe sur Internet, vous allez pas trouver la bonne affaire. C'est ça. Fait que si vous écrivez slicing, ça sort tout de suite. Mais il y en a plusieurs. Il y a les plus connus, il y a Cura, il y a Prusa Slicer, il y a Bamboo, celle-là de Bamboo Lab directement. Il y en a d'autres comme il y a Arca que moi j'utilise beaucoup maintenant, qui est un logiciel open source, tous ces kits-là. Fait que c'est quoi un open source? Open source, c'est dans le fond, c'est que
le code source est accessible. N'importe qui peut arriver, le modifier, puis le soumettre. OK. C'est-à-dire que quelqu'un peut apporter des modifications, des ajustements, OK, oui, l'envoyer. S'il est approuvé, il va être mis comme dans une nouvelle version. Oh, c'est cool pour vrai. Ouais. En tout cas, je pense qu'il est open source. En tout cas, il est accessible sur GitHub, tu peux le downloader, tu fais tes affaires avec. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'imprimantes déjà dessus, les profils de base sont bons, la connectivité en ligne est bonne. Okay. T'as même un onglet tab, pas un onglet tab, mais un onglet device pour aller directement, mettons, si moi avec ma Bamboula, ma P1S, je peux aller directement dessus, puis il va directement se connecter, je peux directement voir ma caméra, changer mes filaments qui sont dedans, sans même avoir aller sur mon cell, sur la machine ou ailleurs. OK. Puis normalement, le logiciel de Bamboo le fait, c'est juste que je suis pas limité à Bamboo. Ouais. Fait que j'ai mes Ender 3, j'ai mes V400 dessus, je les ai toutes dessus. Fait que ça me permet de toutes les avoir en même place, d'avoir certaines fonctionnalités qu'il n'a pas sur d'autres. OK. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Quality Print qui ont sorti, que moi j'ai utilisé quand j'ai eu la K1, que j'ai rapidement retourné. Ça a été un nom pour tout. Je sais. Puis le pire, c'est que je me promène en ligne, puis beaucoup de monde a de la difficulté avec. Ouais. Sinon, y en a-tu que j'ai oublié dans ta liste? Ou... Parce que me semble que ça fait pas mal le tour rapidement. Il y a Slicer 3D. Slicer, Creality Slicer, Orca, Bamboo Lab. Ouais, c'est ça. C'est pas mal les ceux qui me viennent en tête rapidement. Il y en a probablement d'autres. Il y en a pas nécessairement un de meilleur qu'un autre. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ouais. Moi, je pense que le mieux, c'est d'en avoir un que vous êtes à l'aise puis vous connaissez. Surtout pour commencer. Je veux dire, si vous commencez, vous en pognez un. Normalement, c'est comme moi, quand j'ai commencé, j'ai pris un qui venait directement avec, là, qui était suggéré. Au début, en plus, tu connais pas tout. Pour apprendre à l'utiliser, puis ça. À un moment donné, j'étais un peu vers Prusa. Je suis revenu vers Cura à cause de mes V400 sur la clé USB, il y avait déjà les profils puis ces affaires-là. Je suis retourné sur Cura pour ça. Pour ça, j'ai essayé de virer mes Cura, même pas mes Cura, mais j'ai essayé d'emmener mes V400 sur Prusa Slicer. Que j'ai eu beaucoup de difficultés à réussir à faufiner, à calibrer, parce qu'il y avait tout le temps des problèmes sur la coque de mon Benchy. OK. Fait que là, il y avait tout le temps des problèmes de température. Ouais. Puis peu importe ce que je changeais, même si je le mettais vraiment très très bas ou vraiment pas vite, j'avais tout le temps des problèmes. Ah, c'est vrai, ça, je me rappelle ça. Ouais, ben à un moment donné, parce que je voulais ramener, j'avais Cura pour mes V400, j'avais un autre Cura plus récent, plus ancien, pour ma Ender 3, ma Ender 3 S1. Puis j'avais Quality Print pour la K1. Fait que je me ramassais à 3 slicers de FDM. Ouais. Là, c'était tout le temps de se promener entre chaque, c'était tannant. Ouais, c'est sûr. Fait que je voulais tout ramener à la même place. Fait que j'ai essayé d'aller sur Prusa, ça a pas vraiment marché. J'ai vu un post Facebook à un moment donné sur un des groupes de 3D Print qui disait « j'utilise voici mes profils pour Orca, tout le kit. » J'ai essayé de loader ça, ça a pas marché. Mes printers ont même pas voulu partir, mais parce que après avoir analysé le G-code de départ, c'est qu'il y en avait juste pas. Parce que lui, il avait mis son G-code de départ dans la machine. Fait que moi, il n'y avait pas les paramètres nécessaires pour commencer à printer. Fait qu'il faisait juste dire non. Fait que puis après ça, j'ai fait fuck it, je vais repartir avec les paramètres de base, puis ça marchait one shot. Tout allait super bien. Oh, ouais. Quand tout va bien one shot, là, après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est des peaufinages, des tweaks, pis ces affaires-là, mais les paramètres de base allaient bien. Fait que là, j'ai commencé sur Orca, puis après ça, on a eu notre première Bamboo, puis ça a juste été un breeze, là. Ça a été rentre la nouvelle printeuse, tout est connecté, tout fonctionne, ça a été génial. Non, ça m'a surpris. Puis j'aurais pas pu justement avoir été sur Prusa, à moins que je me trompe, que ça allait changer depuis, mais Prusa a pas les mêmes interfaces que justement Orca/Bamboo pour gérer la MS puis les différents filaments qui sont dedans. Fait que ça fait que j'aurais fallu que j'aille un autre slicer anyway. Fait que je suis content d'être là-dessus puis de tout avoir à la même place, puis je peux mettre un fichier, le scaler, dire OK, je pars une sur ma V400, je change le profil, mes deux modèles restent à la même scale, toutes ces affaires-là, les plateaux changent, les paramètres changent. Je l'envoie sur la deuxième. Merci, bonsoir. OK, ouais. C'est moins éparpillé, maintenant. C'est moins éparpillé, j'ai tout en même place. Ça, c'est cool. Ouais. Parle-moi un peu des différents paramètres, genre, les principaux du moins, parce qu'on sait qu'il y en a. Parce que dans les échelles de slicing, t'as des tonnes de paramètres. Ouais. T'as des paramètres que même si je m'en vais les voir, je saurais pas c'est quoi aujourd'hui, parce que c'est tellement obscur comme utilisation que c'est du monde, c'est ça. C'est du monde qui ont soit un usage très très précis comme un peu fuzzy skin, qui va, à place de faire une ligne droite, va venir comme zigzaguer pour faire comme une espèce de, des parois pas droites, là. Ouais, mais ça fait comme une espèce de, un peu comme le plateau PEI, là, qui donne un peu une petite texture. Mais c'est un peu ça, mais après, c'est ça, c'est capable de faire une ligne droite, il va vraiment zigzaguer en faisant sa ligne droite pour vraiment avoir comme
une surface non lisse, plane. Ah, ok. Ça donne une petite texture, fuzzy skin, qu'ils appellent. Ok. Ah. Mais moi, c'est jamais servi, je l'ai jamais essayé. Pourquoi? Parce que je veux des plateformes droites. Ouais. Si je fais une ligne, je veux une ligne. Ouais, non, je comprends. Si je préfère mettre mes affaires dans mon modèle, Ouais. je pourrais l'essayer à un moment donné pour le fun, mais c'est ça. Fait que tu sais, t'as des affaires vraiment très précis, autant que t'as des affaires, c'est comme souvent c'est du monde qui veulent qui font des tests ou des qui font des affaires un peu plus obscures là. Et du genre je fais imprimer mon imprimante sous l'eau parce que j'ai le fun là, de le faire là, c'est ce genre d'affaires là. Ouais. Fait que C'est assez impressionnant quand même. En principal, j'ai regroupe dans 3 principales catégories. Au niveau du slicing, t'as les informations de la machine, t'as les informations c'est quoi la deuxième j'ai mis? J'ai un blanc. Ah, du filament, ben oui. Fait que t'as la machine, t'as les filaments, les paramètres reliés au filament, puis les paramètres reliés au modèle. Les 2 premiers sont à décider avant de faire le modèle. En premier, il faut, dans ton logiciel, peu importe lequel, il faut que tu ajoutes ton imprimante. Fait que, mettons, tu as une V400, tu vas juste dire, j'ai une V400, puis dans les presets, c'est qu'il y a déjà la taille du plateau, la vitesse dans laquelle il va aller, les genres d'extrusion, de rétraction, tous ces paramètres-là, de base, vont déjà être choisis. Combien il y a de ventilateurs, toutes ces affaires-là. Mais tu peux tout faire à la main aussi, puis dire, je fais ma propre machine, ben, tu peux tout le paramétrer à la main. C'est juste que c'est plus rapide d'avoir déjà comme toutes tes vitesses de fait, toutes tes affaires. Ça, puis c'est des tests, pas des tests, mais des paramètres qui ont été testés par beaucoup de monde, qui update quand ils ont des besoins, des trucs comme ça. Fait que c'est juste plus rapide de dire j'ai une V400 avec une buse de 0.4. Merci, bonsoir. J'avoue qu'il commence puis après ça, ben, tu peux directement commencer à tweaker tes filaments puis ton modèle. Okay. J'ai dit un peu rondement, là, mais les paramètres de machine, c'est ça, on va avoir les vitesses, les grandeurs du plateau, mais en fait, la grosseur d'impression, fait que c'est oui la grosseur du plateau, mais la hauteur aussi. Si c'est une ronde ou une carrée, une cardioïde, ça c'est des micros. Ouais, mais si c'est des cartésiennes ou des deltas, les deltas sont rondes. Si la grosseur de la buse, des fois, il y a certaines machines, tu vas peut-être pouvoir mettre un Z-offset aussi de plus. Je sais pas exactement, mais je sais qu'il y en a qui tu peux faire des choses comme ça. Puis ça servira à quoi d'en avoir? C'est que si tu as comme déjà un offset preseté, ou que, mettons, moi, ce que je vois, c'est que si je sais qu'avec le PETG, quand j'imprimais, j'avais besoin d'avoir plus gros espace que, mettons, du PLA. Fait que tu peux avoir que dans ta printeuse ou dans ton profil de filament, ajouter un offset pour que, justement, quand tu imprimes du PETG, automatiquement, il rajoute cet espace-là sans avoir à modifier ça sur ta machine directement sur les paramètres de la machine. Fait que vu que tu as ton Z offset de fait, tout imprime bien, tu rajoutes ça dans le logiciel, fait que le logiciel, quand il va calculer, mettons, 1 mm, ben mettons que tu rajoutes 0.4, ben il va calculer 1.4, 1.04 mm. Il va automatiquement s'ajuster sans avoir à l'imprimante, ajouter les données, tout le kit. Puis après ça, on tombe dans le filament. Fait qu'évidemment, on a le type de filament que c'est. Il y a certains presets qui sont faits tout le temps. Fait que tu peux commencer directement après à partir d'un preset de PLA, un preset de PETG, d'ABS. Souvent, ils appellent ça les génériques. C'est PLA générique, c'est PLA standard. Ouais, parce qu'il comme, je veux dire, on dit ABS, mais il y a comme plusieurs sortes d'ABS. C'est ça, puis il y a plusieurs compagnies. Il y a certains logiciels, c'est sûr que si tu vas, mettons, sur Bamboo Lab, puis tu cherches, mettons, tu cherches c'est lourd. Là, tu es en train de sniffer encore la patte du trépied. Si tu vas sur Bamboo Lab, ben c'est sûr qu'ils vont dire Bamboo PLA ou Bamboo, ces affaires-là. Pour dire, c'est notre filament, on sait comment il fonctionne, voici les meilleurs paramètres pour. Les autres slicers en ont aussi des presets, des affaires déjà établies. Mais moi, souvent, je vais partir du générique, je vais faire mes tests avec le générique, je vais l'adapter, puis après ça, je vais dire, ça, mettons, c'était Polymaker PLA, mat rouge, mettons. OK, ça change même avec le la couleur va changer. What? C'est sûr que si on parle de PLA, on s'en fout un peu. Je veux dire, moi, PLA, le 3/4 du temps, j'ai un paramètre puis ça le fait tout. Il va en avoir un autre si c'est du silk, les brillants, parce que ça va changer un peu. Comme un peu mais je vais dire, du PLA, généralement, c'est assez acceptable puis ça se pardonne très bien. Si je vais, mettons, dans de l'ABS, là, je vais avoir un paramètre par truc. OK, même les couleurs. Ouais, ben, c'est ça, c'est que la couleur peut changer parce que ça va changer aussi comment. Ben, c'est pas la même base de filament tout court, déjà en partant. C'est ça, c'est que même si t'as, mettons, Polymaker noir, ça se peut que ce soit pas la même base, qu'il n'y ait pas la même température, qu'il n'y ait pas les mêmes mélanges exactement. Ça se peut qu'il y en a un qui ait besoin d'avoir 3, 4, 5 degrés de plus ou de moins, versus un autre. Fait
Quand même, mais c'est assez 3, 4, 5 degrés de Oui, plus. mais tu sais, comme je dis, le PLA en tant que tel, c'est très permissif. Que t'aies 5 de plus ou de moins, souvent, il s'en fout, il va imprimer quand faut même. juste pas que ça ait trop chaud sur le niveau cramé. Non, c'est sûr. Mais tu sais, si normalement tu imprimes ça à 210 parce que tu imprimes rapidement, que tu y mettes un filament qui aurait voulu être à 205, il va printer pareil. Il va juste être un petit peu plus liquide, puis il s'en fout. L'ABS, ça va être une autre histoire. Ça, il va faire un peu plus de problèmes. Mais même là, tu peux très bien t'en sortir pareil. Mais ça dépend. Théoriquement, ceux qui sont vraiment à cheval sur la genre de règles non écrites, ils vont calibrer chaque rouleau qu'ils vont avoir. Ils vont recevoir un nouveau rouleau, ils vont le mettre, ils vont vérifier les tests. Souvent, c'est des petits tests, là, j'ai être sûr que tout fonctionne, mais ils vont les faire pareil. OK. Moi, je suis un peu plus... je vais calibrer quand j'ai besoin. Ouais. À un moment donné, j'ai autre chose à faire de ma journée aussi à un moment donné, tu sais. Ouais, ça prend du temps. C'est ça. Quand on dit filament... Ouais, c'est ça. C'est de toute façon, si je commence à printer de quoi, peu importe qu'est-ce que j'imprime, je vérifie toujours les premières couches, les premiers dépôts qu'il fait, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Si tu vois qu'il y a des bulles, t'entends des crépitements, t'entends un moteur faire tic 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 tic, ou que t'entends si tu vois que sur le bed, sur le plateau, pas nécessairement que ça frotte, mais qu'il y a presque pas de matière, ou que justement il y a trop d'espace entre les lignes, tu peux voir que peut-être qu'il fallait que tu le mettes un peu plus chaud, un peu plus froid, tu sais. Là, tu peux faire des tests. Normalement, moi je regarde, si je vois que la première couche a l'air d'être correcte, je la laisse finir, puis il n'y a pas de problème. Je me rappelle la première fois, tu m'as demandé de surveiller un print, puis j'étais comme, oh mon dieu, c'est-tu normal, là? Puis là, j'ai essayé de tout analyser, puis là, j'étais comme, je t'envoyais plein de vidéos parce que j'étais comme, genre, pas sûre de si c'était correct ou pas. Mais c'est sûr que quand tu sais pas quoi regarder, tout a l'air normal, pas normal. Si sa plante fait stop, j'étais comme, OK. C'est parce que pour moi, c'est obvious, mais toi, tu connais rien là-dedans. C'est comme je te disais, tiens, voici un bébé, surveille-le, pis t'es comme, c'est quoi cette affaire-là? Quoi faut chose avec? Ouais, non, c'est ça, ça peut se, ouais. Fait au niveau des filaments, c'est ça, on a le type de filament, évidemment, mais c'est théoriquement, souvent, ils demandent le type pour justement avoir un certain barème pour aider à te guider. Après ça, faut que tu rentres dans les températures. Fait que souvent, la majorité des slicers aujourd'hui ont une température pour la première couche puis une température pour le reste du print. Les premières couches, pour être sûr, ça peut aider à avoir une adhésion optimale. Des fois, le mettre un petit peu plus chaud. Ah, c'est ça, je me dis. Pour après ça, ramener à une température plus basse, de peut-être 5 degrés. Moi, normalement, j'ai une température qui fait tout. Je veux dire, si ma température est bonne pour l'adhérence, ça fait le reste. Ouais, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis la même chose pour la température du plateau, qui va changer selon le matériel. Fait que tu vas avoir une bonne adhérence. Mettons, le PLA, souvent, je le mets à 60. Tout ce qui monte en haut, tout ce qui est ABS, ASA, ça doit être plus chaud, je le mets à 80. C'est parce qu'il y a besoin de plus de température pour se coller. Fait que c'est sûr que j'ai besoin d'avoir une meilleure température. Puis en même temps, le plateau va venir chauffer beaucoup plus toute l'ambiance, tout l'environnement ambiant. Fait que si tu as mettons comme moi, une P1S de bambou, c'est un espace fermé, mais le plateau va chauffer l'environnement. Ouais. C'est pas la buse qui va chauffer la coque au complet, même si elle est à 200 degrés. Ouais, non. Ça, on a ça. Puis souvent, il va y avoir aussi quelques paramètres de rétraction supplémentaires. Parce que si tu dis que... Notre chat, il appuie ses boutons, mais il n'a pas fait de son. Si tu dis, mettons, que normalement, j'ai une rétraction de 0.4 pour pas mal toutes les prints, peu importe. Mais là, tu sais, mettons que le TPU, tu as besoin d'en mettre un peu plus, ben tu peux venir y rajouter un 0. Tu peux lire overwrite, en fait, le paramètre pour automatiquement mettre, mettons, 0.6. C'est quoi déjà la rétraction? Rétraction, c'est quand tu imprimes, il va se déplacer, puis quand il arrête, normalement, il va rétracter un peu le filament. Il va retirer en haut pour réduire la pression dans la buse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que le filament sort au bout de la buse? Parce que quand tu poses dedans, ben, il y a de la pression. Tu as plus de matériel, ça sort au bout. Fait qu'il il ressort ça pour essayer de réduire la pression pour éviter que ça coule pendant que ça se déplace. Okay. Chose qui va faire des petits filaments, comme on voit, des petits cheveux, des petites affaires comme ça. C'est intéressant. Il y a certains filaments comme le TPU, qui est justement, vu qu'il est flexible, il va facilement faire des cheveux. Fait que tu as besoin de mettre une plus grande rétraction. Puis tu as même la vitesse de rétraction qui peut être impactée là-dessus. OK. Mais normalement, si tu trop vite ou pas. Trop vite, ou ça dépend aussi de ta machine. Si tu es en Bowden versus en direct drive, ça va changer aussi. C'est quoi la différence? Le Bowden, c'est que c'est un extrudeur qui est plus loin. Souvent, mettons sur la N23, il va être en arrière de la machine. Puis t'as un tube qui va aller dans la tête puis le filament va être poussé à partir de l'extrudeur en arrière de la machine. OK, fait que ça prend plus de temps. Non, je veux dire, au final, c'est l'impact est le même. C'est juste que si mettons tu tombes dans un filament flexé comme le TPU, mais c'est comme si j'essayais de te pousser avec un spaghetti vraiment long puis que t'espérais qu'il brise pas. T'sais. Ah, ok, je comprends, ouais. C'est comme quand... c'est pour ça que c'est quand t'as un meilleur exemple que ça, quand t'as un hoodie, ouais. puis que t'as ton cordon, là, il est sorti du hoodie, puis t'essaies de le faire passer dans le trou pour le faire sortir de l'autre bord.
C'est de la merde parce que le cordon, il est mou, puis il écrase, puis il fait un moton à quelque part. Ouais, c'est ça. Tandis que si tu prends, mettons, un fil de fer, ben, le fil de fer, il va rentrer facilement dedans. Ouais. C'est le même principe. OK. Fait que c'est pour ça que c'est mieux un direct drive? Ben, la majorité des machines aujourd'hui ont direct drive. Ouais. Parce que souvent, il y a une meilleure implémentation du direct drive dans les machines. C'est comme mieux pensé. Pour le savoir si vous avez un direct drive, c'est facile. Si tu prends ton filament et tu le mets sur la tête, c'est un direct drive. Si tu le mets en arrière dans un autre espace, ben là, ça veut dire que c'est un Bowden. Parce qu'il va passer dans le tuyau blanc ou sous bleu, tout dépendant si c'est un Capricorne ou pas. Puis là, il va rendre jusqu'à la tête. OK. Je me rappelle avec l'N 2.3, il fallait que je maintienne ça puis que je pousse jusqu'à temps que je puisse plus. Ouais, puis parce qu'il fallait qu'il fasse tout un gros parcours. Tour, ouais. Ça. Tandis que le direct drive, ben, tu le mets, tu poupes, puis c'est direct dans la buse. OK, ouais, je comprends. C'est ça. Fait qu'au niveau du filament, c'est un peu ça. Puis après ça, on rentre dans tous les paramètres du modèle. Souvent, c'est là qu'on va avoir plus de jeu. Parce qu'une fois que tu as un filament calibré, une fois que tu as rentré tes paramètres, tu bouges plus vraiment avec ça. Ouais. C'est là que tu vas arriver. Mettons, je mets un modèle. Qu'est-ce qu'on lui donne comme paramètre? La première chose, c'est le nombre de contours. C'est-à-dire que faut voir l'impression 3D. Premièrement, l'impression 3D est vide à l'intérieur. C'est pas 100% plein. Parce que, c'est du gaspillage de temps, gaspillage d'énergie, gaspillage de matériel. C'est juste trop cher pour rien. Est-ce qu'il y aurait une utilité, mettons, à le remplir à 100%, mettons? Le seul moment que je mets des trucs à 100%, c'est quand c'est des petites pièces. Okay. Parce que ça sert à rien de mettre un infill de toute façon. Tant qu'à ça, je préfère mettre ça comme plein. Mais, autre que ça, j'ai jamais vraiment vu d'utilité à mettre quelque chose 100%. Le seul moment que j'ai mis 100% qui n'était pas une petite pièce, c'était un espèce de panneau. Je sais pas si tu te rappelles, on est allés ensemble pour faire les panneaux pour les chargeurs électriques. Oui. Eux autres, ils allaient percer dedans, dans une certaine zone du panneau. Fait que cette zone-là, je l'ai mis à 100% pour justement que peu importe ce qui perce, ils vont avoir du tonus sur le tour. Vu que ça allait être variable selon d'une place à l'autre, où ils allaient installer leur machine avec le panneau en arrière. Mais si ça aurait été quelque chose de permanent, j'aurais mis des trous, j'aurais renforcé les contours, puis ça aurait fini là. Mais là, vu le client voulait que je mette quelque chose de solide parce qu'il aimait pas ça percer dans quelque chose qui était vide. Ouais, ok, je comprends. Puis c'est qu'avec la vis aussi, il va mieux accoter sur quelque chose de plein à la place de passer à travers. OK. Mais c'est ça. Fait que pendant qu'on en parle, on a le remplissage, justement, qu'on appelle communément l'infill. Il y a plusieurs types d'infill. Fait que t'en as des cubiques, des gyroïdes, des lightning. T'en as tout plein. Le but de ça, principalement, c'est il va y avoir. Là, il y a une fausse croyance dans l'infill, c'est que plus t'en mets, plus c'est solide. C'est pas totalement vrai. C'est sûr que si tu mets 5% versus 15, il y a une certaine différence qui va jouer. Mais généralement, que t'en mettes 25 ou 50, ça change pas grand-chose. La majorité de la force d'une pièce est vraiment dans son contour. Dans le contour. Le périmètre puis ces affaires-là. Le infill va vraiment servir, tant qu'à moi, à deux choses. Oui, ça va éviter que les faces des côtés vont squisher dans le milieu. C'est comme si tu fais un cube, si tu pèses dans le milieu des faces du cube, il va écraser. Ça va éviter ça. Ça va donner un peu une force interne à toutes les forces externes que tu vas pouvoir mettre. Ouais. C'est ça, à toute la structure. La deuxième chose, c'est que quand tu imprimes, évidemment, l'impression, tu peux pas imprimer dans le vide. Tu peux pas imprimer sur de l'air. Ouais. Fait que quand, mettons, tu fais un cube, ton infill sert que quand tu vas faire ton remplissage de la ligne du top, il va y avoir quelque chose sur lequel être déposé. OK, ouais, je comprends. Ouais, sinon, ça fait juste... À place d'avoir besoin de 15 couches du top, t'en as peut-être besoin de 5 ou 4 ou 5. OK. C'est pour ça que le remplissage type Lightning existe. C'est que la pièce va être vide au complet, puis il va juste avoir comme des espèces d'éclairs qui vont partir des rebords, puis qui vont aller vers le milieu pour venir supporter la partie du top quand il va être rendu là. Quand tu fais des trucs justement sur l'ordi, puis là, on voit le modèle, puis qu'on les voit tout à l'heure. C'est ça. Ça, c'est slicing. C'est ça, je trouve ça trop satisfaisant. Mais moi, personnellement, je recommande beaucoup le gyroïde. Ouais. Deux choses. Il n'y a pas de lignes qui passent une sur l'autre. Comme, mettons, je pense que c'est le cubique, si je me rappelle bien. Il va faire des lignes, mettons, la verticale. Puis après ça, il va faire des lignes à l'horizontale. C'est-à-dire qu'à tous les points où les deux lignes se joignent, il a passé 2 fois pour une couche. Okay. C'est pour ça que souvent, si le monde qui utilise ça, il entend, quand l'imprimante la promène, il entend un parce que ça, c'est la buse qui accote sur toutes les couches. Fait à ces endroits-là. Ça dommage pas la buse, ça? Oui, un peu. Mais c'est surtout aussi que c'est que ça va venir gruger ton plastique dans le milieu. Ouais. C'est mauvais pour ta qualité. Ça va paraître sur le reste de ton print parce que ça va accumuler sur ta buse. Ouais, c'est ça. Des trucs comme ça. Okay. Tandis que gyroïde, c'est qu'il va avoir une force, très bonne force dans tous les sens, vu que c'est comme des curves qui deviennent comme des ronds, puis en tout cas, c'est vraiment fucked up, là. Okay. Mais, c'est qu'il va faire juste comme dans un sens en même temps. Il va pas repasser dans l'autre sens. Fait
Ah, ok, je les, comprends, ouais. les espèces de vagues qui vont, Ouais, c'est mettons, de ça, les bas vers vagues. le haut, ils vont finir, la façon que c'est fait, c'est qu'en 3D, ils vont finir par devenir les vagues qui vont faire de la gauche à droite. Mais tout ça en étant fluide en 3D, fait qu'ils vont progressivement changer, fait que ça fait comme des canals, pis toutes ces affaires-là, puis que ça donne vraiment une bonne force dans tous les sens. Ben, c'est ça qu'on veut. Ben, moi, c'est ce que j'utilise. C'est comme majoritairement, je tourne autour du 10-15%, puis je mets normalement 2 périmètres pour les affaires d'objets standards. C'est comme, mettons, la tête qu'on a à côté que j'ai faite pour un de nos amis, j'ai mis 5% de remplissage. C'est une méga tête, il va la mettre en décoration. Pas besoin que ce soit plein à 15%. Là. Non, c'est sûr. Surtout, en plus, qu'il n'y a pas comme de surface plane dessus qui a besoin de support. C'est toute une curve qui vient c'est comme une espèce ben, c'est le top d'une tête, là. Ouais. C'est une curve qui vient, fait que le support, le principal du support se fait sur les couches précédentes du périmètre. Fait que l'infill est vraiment juste là pour y donner un tonus de plus, puis supporter un peu ton top. Fait que j'ai pas besoin d'avoir 10-15%. 5, c'est en Non. masse. Puis il a sorti super propre, là. Ouais, c'est vrai, il est vraiment bien sorti. Mais fait un cube, le top aurait été dégueulasse. Ouais. Parce qu'il n'y aurait pas eu assez de support. Ok. C'est intéressant. C'est ça. Fait on a parlé de l'infill, on a parlé du périmètre. Le périmètre, c'est ça, c'est que mettons, c'est une couche complètement pleine qui va faire le tour. Fait que c'est comme si tu faisais en dessin un carré, puis tu faisais un autre carré juste à côté pour épaissir ta ligne. Ok. Basically, c'est ça. C'est qu'il va dire le nombre de fois qu'il va passer le tour. Fait que souvent, on va être 2 ou 3, des fois 4 si tu veux vraiment de quoi de solide. Si tu veux vraiment d'avoir un peu plus de solidité. Ok. Puis à l'opposé de ça, on a le top-bottom. Le top-bottom, c'est les surfaces du haut et du bas. Ouais. Ce qui va, normalement, c'est parce que comme mettons, encore une fois, si on imagine un cube, la partie du bas, tu as besoin d'avoir la même chose que ses côtés, tu as besoin d'avoir une surface pleine. Fait que souvent, tu vas faire 2 ou 3, tout dépendant de ce que tu vas faire. Mais là ce que ça va plus influencer, c'est souvent quand tu fais le top. Ouais, c'est ça, je me dis ça. Parce que, justement, quand on parlait de l'infill, c'est que la première couche n'est pas directement sur, mettons, le plateau qui est plein. C'est qu'il va reposer, il va dropper, il va couler un peu dans ton infill. Ça va déjà être un premier passage qui va être un peu troué. Et après ça, ben, tu vas faire ton deuxième passage dans l'autre sens. Ça, il fait automatiquement. Il va passer, mettons, en vertical en premier. Après ça, il tombe en horizontal. Tu vas avoir déjà une meilleure base. Puis après ça, tes 2 dernières couches vont être vraiment plus propres parce que tu as de quoi en dessous pour les supporter. Ok, ouais. Fait c'est le même principe. Le but, c'est d'avoir une surface remplie. Mais là, il faut que tu prennes en compte qu'il n'y a pas vraiment de place de surface pleine en dessous. Pas comme le périmètre qui va être sur le périmètre d'avant. Même s'il décale, mettons, d'un layer, tu vas faire ton layer intérieur avant de faire le contour extérieur. Effectivement, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre tout ce qui est top-bottom, ben surtout le top. Bottom peut avoir une influence, si, mettons, le bottom compte aussi pour les trucs en échafaud. C'est-à-dire toutes les parties qui ont besoin d'un support en dessous, mettons. Fait que si tu se reposes sur un support, ben ça se peut qu'il y ait besoin d'un peu plus de couches pour que ça soit solide. Vu que, mettons, les 2-3 premières, on tombe dans la même situation, qu'il y a un espace entre le support et ta face du dessous. Ok. Le bottom, c'est pas nécessairement sur le plateau. C'est tout, mettons que tu prends un bras, mettons j'ai mon bras sur le bord sur le bord de moi, et le dessous de mon bras jusqu'au plancher. Tu parles de tous les trucs qui sont supportés. Tout ce qui va être en dessous de mon bras pour le support, mais la première couche que mon bras serait, c'est du bottom. Ouais. Parce qu'il faut qu'il parte de rien pour faire quelque chose. Ouais. Le contour, c'est les périmètres. Puis le top de mon bras, ben c'est le top. C'est ces paramètres-là qui vont venir influencer. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, souvent, je me ramasse avec la même chose en top et en bottom. Je me casse pas la tête. Comme ça, je mets des supports, j'en mets pas, je suis correct. Parlant de support, tout ce qui est au-dessus du vide, ça marche pas, comme j'en ai déjà pas mal un peu parlé. Ben, c'est juste qu'en réalité, ce qui va arriver, en fait, il y en a qui servent de ce genre de trucs-là pour faire, mettons, comme des sapins de Noël, des trucs comme ça. C'est qu'ils ils vont extruder en ligne droite, puis ils vont revenir. En réalité, tout ce que ça fait, c'est que ça fait une drop qui va revenir coller à la base. Ok. Mais ils servent de ça pour donner justement une espèce d'effet. Ah, ok, c'est vraiment cool. C'est vraiment de faire, parce que ça, c'est le genre de truc que le modèle 3D est pas celui que tu vas avoir. Ça, je trouve ça génial. Mais généralement, ce que tu veux, c'est que si, mettons, encore une fois, on a un personnage, mettons, qui fait le T-pose, c'est-à-dire qu'il est debout droit avec les 2 bras levés sur ses côtés, ben, les 2 bras sont dans le vide. Ouais. Fait que t'as besoin de quelque chose en dessous pour le faire tenir. Gardez en tête l'image d'un pistolet à colle chaude. Pistolet à colle chaude, ça coule à rien. Si t'as rien en dessous, ça va couler jusqu'en bas. Ouais. Fait que si tu veux que ton pistolet à colle chaude fonctionne, t'as besoin d'être sur une surface. Fait que si, mettons, tu veux coller 2 morceaux ensemble, tu veux le faire sur le côté, ça se peut que tu ailles à mettre un petit morceau de carton en dessous pour mettre
ta ligne sur tes 2 morceaux, puis après ça, l'enlever, parce que c'est les 2 autres morceaux que tu veux supporter. C'est vraiment le but, c'est de dire qu'il va y avoir quelque chose au moment que la buse va imprimer le modèle en tant que tel. Après ça, ces supports-là, tu les enlèves, puis tu les envoies au recyclage. Moi, je recycle tous mes morceaux, là. Ouais. Pour tu le sais, on a des bacs et des bacs, là. Effectivement. Tu fais bien. Ouais. Ben oui, parce que l'environnement, c'est super important. Puis c'est tous des matériaux qu'on sait ce qui est arrivé avec, on sait c'est quoi la matière. On est les meilleurs pour les recycler. Ben oui. Puis même que quand on va avoir notre pignon sur rue, notre boutique, je veux recycler les matériaux des gens. Je veux trouver des méthodologies pour identifier les matériaux, au cas où il y en a qui se soient mélangés. Parce qu'on le sait, il y en a qui vont se tromper, ça arrive. Probablement que moi, il y en a du PETG dans certains bacs de PLA. Ça se peut. Je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine, c'est normal. Mais c'est de trouver certains procédés pour les identifier, les refaire fondre, les shredder, les refaire fondre, peut-être même faire du filament recyclé, ce genre de choses-là. Ouais, pour vrai, ça serait vraiment... J'aimerais vraiment ça. C'est un de mes objectifs. C'est vraiment de faire du recyclage. Autant que ce soit des moules en silicone qu'on va faire fondre du stock du plastique dedans, faire des affaires qu'on va pouvoir vendre comme ça, avec du matière recyclée, qui vont donner un effet que tu peux pas avoir dans l'impression 3D normale. Ouais. Ah ben tu pourrais, mais ça coûterait une blinde en échange puis en perte de temps avec une imprimante multicouleur. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est de recycler ça. Sinon, on a parlé du sport, on parle de quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'orientation du modèle. Une fois que tu as ton modèle, faut que tu penses à 2 choses quand tu le places sur ton plateau. Tu peux pas juste l'importer, le sacrer dedans puis dire OK, ça va printer. Il faut que tu choisisses comment il va être posé. Hein? Non, je l'ai dit. Je veux savoir. J'ai juste dit, oh, c'est triste. Ouais, c'est triste en maudit. mais tu sais, maintenant, sur Arca, moi, j'ai une auto-orientation qui, 3/4 du temps, fait la bonne job que je veux faire. Fait que c'est un clic à place d'aller chercher l'outil, choisir la face puis le mettre dans le bon sens. Mais je veux dire, il faut quand même avoir un peu du jeu. Parce que tu as 2 choses à regarder. Un, est-ce que c'est le meilleur sens pour éviter les supports? Parce qu'on veut éviter les supports parce que c'est du gaspillage, c'est de la perte, puis c'est du temps d'impression aussi. Parce que quand tu mets des supports, ben c'est du temps qui imprime pas ton modèle. Fait que ça rajoute du temps. OK. Puis l'autre chose, c'est la force. Si on imprime, mettons, un bâton vertical, si on imprime un bâton à la verticale, si je prends le bâton puis je fais une force dessus, il va casser. Pourquoi? Parce que le sens des layers. Un peu comme quand tu casses une branche. C'est ça. C'est parce que la branche, déjà, elle a un bon tonus. Ouais, mais si tu fais ça avec ton bâton, le problème qui est, c'est que le sens est plus faible dans l'impression 3D, c'est le sens des layers. Parce que c'est pas, les 2 couches vont pas fusionner ensemble. C'est pour ça qu'on a des layers. C'est que, quand on fait du moule à injection, c'est une masse liquide qui refroidit et qui prend forme. Avec, mettons, un moule ou whatever. Mais l'impression 3D, c'est que tu vas faire une fine couche, une fine ligne, qui, elle, va refroidir. Puis tu vas mettre une autre liquide sur celle-là qui est refroidie. Ce qui fait que, oui, ils ont une certaine adhésion entre les 2, mais qui est pas unie, fusionnée. C'est vraiment 2 strands qui ont été collés ensemble. Pas comme genre, comme la SLS qu'on parlait l'autre jour. Non, la SLS, exactement, qu'on a parlé dans l'autre épisode. C'est que ça fait le laser fait fusionner le morceau avec celui-là du bas. C'est pour ça que c'est. Et il n'y a pas d'infill dans SLS. En SLS, c'est plein. Ça doit vraiment jouer sur la solidité. Ben là, oui, le matériau et tout. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que c'est important de choisir la bonne orientation pour avoir une impression optimale et aussi que tes pièces soient le plus solides possible. C'est que tu regardes dans quel sens mes pièces vont avoir de la puissance dessus, dans quel sens, tu sais, quand je dis de la puissance, ça peut être quelque chose de vissé dans le mur. Ben justement, si on parle d'une tablette, mais la force se met verticalement. Fait que je suis mieux de l'imprimer sur le côté. Parce que si je l'imprime debout, ben il y a un des côtés qui va casser, aussitôt je vais mettre un peu de poids dessus. Ouais. C'est pas la quantité de contour, de périmètre ou d'infill qui va tant changer ça. Je veux dire, si tu penses mal à ton orientation, ça va paraître. C'est sûr que quand on parle, mettons, de bibelots, de décoration, des trucs de même. Ouais, non, c'est ça. La seule raison de penser à l'orientation, c'est pour les détails puis le visuel. Sinon, autre que ça, on s'en fout un peu. Ouais, effectivement. Mais ça, l'orientation de la pièce, elle a vraiment son importance. On va réouvrir la tablette de notes, parce qu'on n'a pas des mémoires incroyables. Fait qu'on a parlé des supports, des contours de l'infill, l'orientation, la position du modèle, puis le Z-hop qui reste. La position du modèle, c'est plus de dire, c'est vraiment plus dans le général de dire quand tu importes un modèle, tu as un plateau virtuel sur ton ordi dans le slicer, il faut que tu dises où sur le plateau tu veux qu'il imprime. Fait que si tu mets 2 modèles un dans l'autre, ben ils vont comme fusionner. Fait que tu vas les placer dans l'espace sur ton plateau. Puis souvent, on va essayer de les mettre le plus au centre possible.
Pour la simple et unique raison que souvent, c'est là qui est le mieux placé au niveau de ta hauteur de buse. Okay, Là, souvent, quand, mettons, je prends mes V400, dans le milieu, j'ai une hauteur parfaite, mes couches sont parfaites, mais plus je vais vers l'extérieur, plus qu'il y a des inégalités, c'est ça, certains défauts, des inégalités. Puis, mettons, en arrière à droite va être un peu plus haut, en avant à gauche va être un peu plus bas. Fait que, même si tu as un bed level, ça va jamais compenser super bien. En tout cas, dans mon expérience, j'ai jamais trouvé que ça compensait très bien, si bien que ça. Fait que ça fait que, aussitôt que je m'en vais vers ces extrêmes-là, ben, ça devient un peu plus problématique. Souvent, il va falloir que je rajoute des brimes, ben, justement, brimes, raft et compagnie. On n'a pas parlé de ça. Mais, ouais, fait que les positions. Puis, pour parler on parle d'adhérence plateau, c'est que ton modèle, faut qu'il reste collé sur le plateau, là, le temps qu'il imprime. Ouais. S'il se met à danser sur le plateau, ça va faire comme on a vu en fin de semaine. Le modèle, il se promène, puis t'as un spaghette. Ça fait, c'est puis dans le pire des pires, t'as une boule. Les boules, finalement, tu veux pas ça, c'est pire. Moi, je souhaite à tout le monde d'avoir des spaghettes, pas des boules. Parce que la boule est pognée sur la buse, puis là, faut que tu nettoies tout ça pendant que ça chauffe à 200, tu vas te brûler, c'est dangereux. Tu changes ta tête au complet. C'est ça. Peut-être pas tout le temps. Mais une des façons d'améliorer ça, évidemment, toujours avoir un plateau propre, toujours avoir un plateau bien nivelé, bien nivelé, bien tramé, tout ce kit-là. Mais l'autre chose qu'on peut faire pour aider, c'est de rajouter des brimes. Un brim, dans le fond, c'est, mettons, on reprend l'exemple du poteau, du cylindre. Si j'ai juste un cercle, ben, plus que je vais monter, plus que la buse va avoir tendance à emmener mon bâton qui risque de le faire décoller. Okay. Le brim, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la première couche qu'on va faire, puis il va faire tout le contour de ça relié à ce contour-là. Okay. Fait à place d'avoir, mettons, un cercle de 5 mm pour ton bâton tout le long, tu vas peut-être faire 10 mm. Tu vas te faire un premier cercle de 10 mm jusqu'à faire plus petit. Ah, ok, je comprends. Puis après ça, il va construire vers le haut. C'est que ça va être une partie sacrificielle qui va être collée, qui va étendre ton influence. Genre, c'est ça que je te vois tout le temps faire ça. Ouais, ben, assez souvent parce qu'il y a des pièces justement que je sais qui ont des bonnes chances de décoller. Soit que ce soit parce qu'ils vont en hauteur ou parce qu'ils ont vraiment une petite surface de plateau. C'est vrai que ça a l'air de vraiment aider au niveau de la Puis c'est une des affaires aussi qui prend le moins de matériel. Puis qui s'enlève quand même bien. Bon, des fois, c'est chiant. Justement, si t'es trop squish, si t'es trop proche de ton plateau, ça va être plus chiant à enlever. Parce que les couches vont vraiment avoir comme collé. Normalement, il s'arrange pour qu'il y ait quand même une façon de l'enlever facilement. Mais souvent, justement, si t'es pas parfaitement nivelé ou t'as des problèmes, là, ça va chier. Mais un bon ébavureur, ça fait la job tout le temps. Okay. Sinon, on a l'autre chose qui est aussi, qu'on appelle un raft. Un raft, c'est qu'il va littéralement faire comme un radeau de 3-4 couches sur la surface totale avant de commencer à printer le modèle. OK. Fait qu'il va comme le lever, mettons, mettons d'1 mm puis faire 5 couches de 0.2. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il va commencer à printer le modèle, ce qui fait qu'il va avoir une adhérence au plateau, vu que c'est le RAF qui va le prendre puis qui va être carré puis tout. Mais après ça, c'est que c'est facile à enlever, tu le décolles. Mais ce que j'ai remarqué dans les derniers prints qu'on a fait, comme on a vu en fin de semaine, c'est que ce genre de truc-là a l'air de laisser souvent des cicatrices en dessous du modèle. Ouais, ça, c'est moins... Ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais des pièces qui après ça vont être sablées, assemblées, toutes ces affaires-là, on s'en fout. Ouais. Et si tu fais des pièces que c'est fait pour être fini, sortir, t'es mieux de vraiment travailler sur ton adhérence plateau puis d'avoir une meilleure adhérence. Ouais, sinon, c'est comme tu dis, ça va laisser des marques. Okay. Le dernier petit paramètre que je voulais parler un peu, parce que c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, ça s'appelle le Z-Hop. Z parce que souvent c'est le vertical, puis Hop parce qu'il va comme sauter. Un peu comme un lapin. C'est quand il va faire sa ligne, quand il va... Mettons que... Comment je peux décrire? Mettons qu'on a un cube, mais que je fais juste le côté gauche puis le côté droit. Je fais pas l'avant-l'arrière. Ouais. Ça fait comme un peu un signe de pause, mettons. Là. Fait que si il va faire son côté droit, puis après ça, il va directement partir à la gauche. Il y a des chances qu'il frotte sur des morceaux, qu'il arrache des morceaux, que... Surtout si ça droupe un peu, s'il y a un peu de filament qui sort un peu, ben ça va coller sur le morceau. Toutes ces affaires-là, toutes des choses qu'on veut pas. Le Z-Hop, c'est qu'avant de faire son déplacement, il va monter de 0.2, 0.3 mm, juste pour dire qu'il y a un petit peu d'espace. Juste à peine. Ça, c'est tout paramétrable, mais il va sauter dans les airs, il va se déplacer, puis il va revenir après. Ah, OK. Fait qu'il va faire zou, zou, un peu comme s'il sautait. OK. Fait que le but de ça, c'est vraiment d'éviter que ça accroche quelque chose, puis s'il y a le moindre problème, ben, ça évite ce genre de problème-là, qui peut aussi aider sur l'aspect qu'on parlait tantôt de la rétraction puis du drooping. C'est que ça ouse, que ça coule pendant le déplacement. Vu que tu fais au début en ligne droite, tu sais, ça va plus de chances de rester dans ce spot-là que de tirer puis de faire une ligne à quelque part d'autre. OK. Oh, c'est intéressant. C'est un paramètre qui peut aider à régler des problèmes des fois. Des fois, ça peut en causer, mais 3/4 du temps, ça va régler des problèmes. Oh, c'est cool.
Imagine, Mais c'est c'est juste ça. les principaux paramètres. J'imagine Ouais. pas à quel point il doit en avoir. Ah, il y en a beaucoup. Tu peux te promener longtemps, surtout si tu... Parce que comme, mettons, Cura, je sais qu'il y a en mode débutant, intermédiaire, puis avancé. Mode avancé, ça doit être Moi, je travaille en mode avancé tout le temps, Ah, parce que s'il y a certains paramètres que je vais utiliser régulièrement qui est en mode avancé, Ah, ok, ouais. mais toutes les autres, il y en a d'affaires que j'ai lues, que j'étais comme, mon Dieu, c'est ça, là. Ouais, non, c'est Ah, sûr. pour On vrai, peut c'est pas le commun des mortels qui va utiliser ça, là. Ouais. C'est les créateurs. Non, mais non, c'est souvent, si tu as un problème ou que tu cherches quelque chose en particulier, c'est plus là que tu vas découvrir certains paramètres. Comme je dis, ceux que j'ai parlé, c'est vraiment les principaux. Puis c'est vraiment avec ceux-là qu'on va commencer au début. C'est après ça, si tu commences à avoir des problèmes très précis, ben là, tu vas aller jouer avec plus certaines autres choses, ou si tu veux quelque chose en tête hyper précis que tu veux faire. Ok. Ah, c'est cool. Mais ça, c'est le nerf de la guerre, c'est la calibration puis le slicing. Ça va main dans la main. Si tu as une machine mal calibrée, mais un super bon slicing, ça marchera pas. Ouais, Si tu as un slicing de merde puis que ta machine est calibrée, ça va sortir tout croche. Yeah. Tu as besoin d'avoir ces deux éléments-là avant même de penser au modèle que tu peux imprimer. Faut que ce soit une team de filles. Ben, tout doit bien marcher ensemble. Puis faut que l'humain en arrière y réfléchisse. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, ah, j'ai fait un paramètre, merci, bonsoir. Ça marchera pas tout le temps pour tout. Ouais. Moi, assez régulièrement, il y a 3 affaires que je vais changer tout le temps. L'adhérence plateau. Fait que le brim, pas de brim. Tout dépend de ce qui me tente. Les supports. 4, j'ai menti, 4. Brim, support. Si j'aimais pas. Souvent, mes paramètres de support, ils bougeront pas. Ils vont peut-être changer entre les verticaux ou les trees. Mais si mes paramètres sont faits, si je touche plus. Je vais changer le nombre de contours puis la quantité d'infill. OK. Puis le filament, c'est vrai. Si la matière de filament, si j'ai à changer, mais ça, je le considère pas comme un paramètre, c'est juste de dire à la machine qu'est-ce que j'utilise. OK. Mais c'est que je parle vraiment de paramètres de modèle, nombre de contours, infill, support, brim. C'est tout le temps ceux-là que c'est sûr que 99% du temps, je vais le changer. OK. C'est que ce soit parce que j'ai un modèle plus solide, plus léger comme celui-là, ou c'est que si c'est un test, ben j'ai pas besoin qu'il soit super solide, super plein de remplissage, j'ai juste besoin de voir si mes dimensions sont bonnes. Ouais, non, c'est ça. Je vais avec le moins possible, justement, parce que c'est de la perte. Ouais, de la perte, effectivement. Ça va être le tour? Je pense que oui, pour vrai. Beaucoup d'informations. Ouais. Même moi, j'étais comme, wow. Oui, c'est tout quelque chose. C'est sûr que garrocher dans un tas comme ça, sans exemple, sans visuel, c'est dur à voir. Ouais, mais t'as donné beaucoup d'exemples. Ben oui, parce qu'il faut l'expliquer un peu, faut que le monde se l'imagine. Ouais. Mais c'est toutes des choses que justement dans le cours que je parle puis que je fais avec la personne. Je vais te montrer comment faire des calibrations, quels paramètres influencent, je vais montrer visuellement sur un modèle qu'est-ce que ça va changer à certains endroits, pourquoi utiliser un versus l'autre à certains moments, vice versa. Le cours, pour vrai, je trouve que c'est l'idéal pour ceux qui veulent commencer parce que ça va éviter toutes les erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé. Puis que tu cherches en ligne, tu trouves pas de réponse. Puis là, tu dis, je vais prendre un cours en ligne, mais le cours en ligne, c'est des vidéos préenregistrées comme sur YouTube. Fait que tu peux pas comme poser des questions. Là, tu passes des heures à faire des recherches. C'est ça. Moi, je vais être là à côté de toi tout le long du cours, puis je vais te dire, hey, tu devrais essayer ça. Non, tu le fais, t'as des problèmes, je suis là pour t'aider. C'est plus motivant. Ben, je sais que ça dépend de chaque personne, mais on dirait en tout cas, quand c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que, comme je dis, j'ai passé des heures et des heures de recherche à chercher avant même de chercher une solution au problème, à chercher comment nommer le problème. C'est ça, parce que tu peux voir tellement si ma machine fait brrr, c'est comme comment j'écris ça sur Google, ma machine fait brrr. Non, tu sais pas, là. Puis ce qui va marcher pour quelqu'un, ça veut pas dire que ça va être la même affaire pour toi, même si c'était genre un problème similaire. C'est sûr qu'il y a certains problèmes qui sont récurrents sur certaines machines, comme la V400 avec l'infill que je parlais tantôt. Ça, c'est un problème assez souvent que j'ai eu, que j'ai cherché longtemps maudit pourquoi ma machine faisait ce genre de bruit-là. Finalement, quand je cherchais zéro ça, je suis tombé sur carrément autre chose sur un feed qui parlait de ça, puis que j'ai réalisé que c'était ça mon problème. Je l'ai changé, puis ça a réglé le problème. C'est pour ça que j'ai fait des recherches sur pourquoi c'est une file-là, pourquoi c'est une file-là, puis là, j'ai vu que, comme que j'expliquais, ça surpassait un sur l'autre. Mais moi, j'ai un de mes élèves qui arrive et qui me dit, hey, ma machine, quand elle imprime, elle fait mais je vais dire, change ton infill, mon gars. Ça, il a pris 5 secondes, il m'a posé la question, ou même, on est en train de le faire, ça l'arrive, j'y explique. Ça va éviter les problèmes. Puis, une autre affaire très importante dans le cours, c'est que je montre comment troubleshoot. Quand tu as un problème, parce que tu vas avoir des problèmes. Autant que ce soit une N23 qu'une Bamboo Lab, ça va arriver. Tôt ou tard. Tu vas en avoir des problèmes. C'est une machine. Fait que quand tu as un problème, de réussir à trouver d'où provient. Parce que est-ce que c'est une courroie qui est slack? Est-ce que c'est ta buse qui finit? Est-ce que tu as quelque chose de jammé dans ton circuit? T'as-tu des problèmes avec tes extrudeurs? Tes dents d'extrudeur sont-tu scrap? Comment tu trouves tout ça?
comment relier ce que tu vois et entends à une mécanique. Parce qu'une fois que tu sais ça, tu es capable de tout trouver. Ouais. Capable de tout savoir c'est d'où provient le problème. Non, c'est ça. C'est d'augmenter la capacité de... Capacité d'analyse, de troubleshoot. Tu sais, Ouais. quand je faisais la technique de scène, troubleshoot, j'en faisais tout le temps, là. Mm-hmm. Tu commences un bout, tu dis, si je fais ça, est-ce que ça marche normalement? Oui, parfait. Si je fais ça, est-ce que ça marche normalement? Ouais. Là, si je fais ça, ça marche. Oh, attends, ça sort bizarre. OK. Fait qu'on est peut-être dans cette section-là. Juste ça prend 5 secondes. Tu fais 2-3 tests avec tes mains comme ça, puis tu trouves il y a où le problème. Non, c'est sûr, mais pour être capable de faire ça, il faut que tu connaisses un peu les bases, là. Ben, faut que tu saches un peu comment ta machine fonctionne. C'est ça. Mais c'est à un moment donné, comme justement, la première fois que j'avais mon AMS sur la P1S, j'ai pas eu besoin de faire un paquet de recherches pour savoir comment troubleshoot. Le message m'a envoyé comme quoi que ça avait jammé. J'étais allé voir, je voyais que ça flashait rouge. Puis là, j'ai fait le backtrack, puis j'ai enlevé le tube le plus loin que je pouvais. J'ai fait, là, j'ai le morceau. Parfait, c'est pas là que j'ai jammé. Va plus loin. Là, le morceau, il sort. Parfait, c'est pas là que ça a jammé. J'ai trouvé où ce que ça avait jammé. C'est ça. Mais c'est de faire un essai-erreur sans forcer. Sans bâcher la machine. Sans bâcher la machine, mais pour ça, t'as besoin de savoir comment le système il fonctionne. Ouais. Mais il faut avoir des techniques. C'est des techniques qu'il faut avoir, puis que j'ai appris en faisant de la technique de scène, que ce soit dans la sonorisation, éclairage, vidéo. T'sais, à un moment donné, l'esprit de troubleshoot revient au même. Ouais, tu trouves qu'est-ce qui agit normalement. Puis, tout ce qui agit normalement, tu sais que c'est pas ça le problème. Si tu fais un test et que tu vois que ta buse, elle sort bien normalement, ben, tu sais que ton problème de print n'est pas au niveau d'un bouchage. Ouais. Est-ce que c'est t'as tes dents qui sont rendues, qu'il y a une place qui sont trop abîmées, fait que ça pousse plus le filament, fait que tu manques, à chaque tour, tu manques quelques pouces, qui fait que ça fait des 3D places dans ton print? Est-ce que c'est parce que t'es trop proche, trop loin de ton bed? Est-ce que c'est tes extrudeurs sont mal calibrés? Parce que chaque extrudeur, chaque moteur, en réalité, les moteurs, comment ils fonctionnent, c'est que c'est des steps. Des stepper motors. Ça veut dire que chaque mouvement, chaque petit step qu'il fait correspond à une mesure. Je pense que pour faire 1 mm, c'est quelque chose comme un 400-410 d'habitude. OK. Tu vois le niveau de précision que ça a. Ouais. Si pour faire 1 mm, c'est 410, mais toi, tu as 400, mais tu n'auras jamais 1 mm de filament qui va avoir extrudé. Fait que tu vas être en sous-extrusion. Comment tu figures ça? Mais il faut que tu troubleshootes. Tu dis, est-ce que ça c'est normal? Ça c'est normal? Ça c'est normal? Mais je vais peut-être recalibrer mes extrusions. Là, ben, tu fais le test. Tu fais extruder 100 mm, tu calcules combien il y a extrudé. Il manque 0,2 mm. Recalibre. C'est vrai. OK. En tout cas, je pense que j'en ai assez lancé. On a fait un épisode un peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Ouais, c'est mais ça. Le slicing, c'est le nerf de la guerre. C'est que j'ai passé longtemps à l'apprendre. Puis même encore aujourd'hui, il y a encore des paramètres, comme je disais, que j'apprends, des paramètres que je n'utiliserai jamais. Mais c'est ça, c'est de le découvrir puis voir comment ça fonctionne, comment ça se reflète sur ta machine. Super important. Fait que c'est ça. Ben, mais j'espère que vous avez apprécié. Je vais faire l'outro parce que t'es dans les vapes. Pas dans les vapes, j'ai juste buggy. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des améliorations ou même des observations que vous avez faites dans vos choses, vous pouvez les écrire en commentaire. Ça va faire plaisir d'aller regarder ça puis discuter avec vous. Éventuellement, j'aimerais bien qu'on fasse des lives, des trucs comme ça, si c'est pas déjà fait, parce qu'on filme quelques épisodes à l'avance. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez adhérer à les cours, nous écrire sur notre site web, en courriel ou même en numéro de téléphone, ils sont tous disponibles sur zone3d.ca. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Il y a plus de chances qu'on vous réponde, mettons, sur Facebook, Instagram, texto, téléphone, je veux dire, puis courriel, que, mettons, dans les commentaires. C'est dans les commentaires YouTube. C'est pas nécessairement la bonne place pour s'inscrire à un cours. Fait qu'allez directement nous écrire, allez ça va vous faire plaisir de à la vous trouver une source. place. Ouais, c'est ça. Nous voir directement. Les deux meilleurs pour nous communiquer, c'est texto, courriel. Ouais. Après ça, les réseaux sociaux, c'est une autre alternative en message privé. C'est ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. On va vous informer sur le cours, on a différents services aussi. Donc, ça va nous faire plaisir de vous renseigner et de vous aider dans vos projets. Rendre vos projets une réalité. Magie. Post-production, magie. Genre. Mais c'est comme de quoi pareil, là, de juste te dire, tu as de quoi dans ta tête, puis là, genre, tu peux comme l'avoir. Genre, c'est comme... Ah, parle-moi pas là-dessus, je vais encore partir pour 15 minutes. Ok, on se voit lundi prochain. On n'a toujours pas les heures à lesquelles sont diffusées. Fait que vu qu'on dit, on les filme en avance. Mais à tous les lundis, ça va être, on a un épisode qui sort du podcast. Puis vous avez la chance d'influencer les prochains épisodes. Les questions qui sortent, on va les rajouter dans les épisodes qui vont venir. Ouais. Fait que si votre réponse est pas donnée dans un épisode, n'hésitez pas à regarder les autres. Probablement qu'elle va venir dans les autres.
Yes! Bonne soirée à tous! Bonne soirée, prenez soin de vous. Ciao, ciao!